Du coup, ça part en veille techno. C'est une intro relativement courte, mais de l'autre côté, vraiment, c'est la distro qu'on utilise depuis le début. Dès que vous voyez des shells qui pop, des TMUX qui se séparent, des RTX qui permettent d'avoir 3 types de langages en 4 versions différentes. C'est ça. C'est tout ce qu'on a mis à disposition. Alors, on enchaîne du coup sur notre petite veille techno. Normalement, il y a une moitié d'articles, enfin un tiers moi, un tiers François, un tiers moi, et vas-y, on roule. Hein. Ouais, j'aurais commencé par un petit retour sur le challenge de Niche Acid pour la GREC, CTF XSS Checker. J'avais plus le sol, je m'étais régalé, j'avais déjà joué avec ça avant. L'idée, c'est qu'il y a une XSLT XXE-ish atteignable dans Chrome qui, quand il n'y a pas de sandbox, vous permet de lire des fichiers de manière arbitraire. C'était sympa, et donc il explique qu'il y a juste un Chrome qui n'est pas à jour, qu'on suppose qu'il est en headless parce que, comme d'hab, c'est dans des containers et que c'est fait un peu à l'arrache. Il met les sources, kudos à lui, les sources qui expliquent bien via le bug tracker qu'est-ce qui a été trouvé, pourquoi, comment le reproduire. Donc vraiment méthodo chercheur autant que méthodo write-upper. Et donc on voit qu'on a dans du XML qui est en fait un SVG, un petit peu de XLS qui va demander une feuille de style et demander de charger un document qui lui va contenir ce fichier, donc again en SVG, mais qui va render des entités, donc on pense au XXE et au Java Nozani. Et derrière, la dernière feuille de style qui permet de... Enfin, pas du tout feuille de style, la dernière document HTML qui permet de refléter les entités XXE qui sont fait resolve. Tout ça un peu barbare pour dire qu'il y a moyen de taper un file read dans Chrome, mais que l'exploit il était un peu particulier, qu'il fallait répondre à un header spécifique, je sais pas s'ils l'ont mis. Il y a quelqu'un qui s'était chauffé à faire une version en Node et une version en PHP, JS et PHP donc. Et donc, Niche s'est amusé à en faire un challenge, à proposer aussi bien le Sploit que le lab pour s'amuser et tester tout ça, donc c'est assez chouette. Et un peu plus tard, je me suis amusé, j'ai vu qu'il y a un gars qui avait fait un petit write-up des familles, où il explique un peu quoi, pourquoi, comment, sur quoi ça a marché. Donc les versions très sympas qu'il ait fait, la dichotomie pour trouver les versions, en tout cas lu les bug reports. Et donc lui il montre qu'il a une page HTML qui render une image et que de là normalement ça marche. Et je suis reparti de ça qui fonctionnait mais dans certains cas pas. Et de mon côté j'en ai fait un petit SVG que j'aurai le plaisir de vous mettre open source et expliquer un peu la démarche lors de l'événement. Hein, faut pas déconner. Drick Clocher, on vous attend quand même. C'est la dernière pub, promis on arrête. Toujours est-il. Y a moyen d'avoir un POC one file qui n'a pas besoin de header, qui est juste une image d'Ellie que vous envoyez, et le jour où elle se fait crawl, s'il n'y a pas de sandbox, pif pas pouf, SVG, tout, GT clé, SSH. Stylé. Et vachement moins chiant à faire à passer que celui en 3 steps. Mais bon, en tout cas, works. Seconde présentation, Gorillet, petit outil dans lequel on m'a parlé en pro, donc boulot à mano mano. L'idée, c'est que c'est un outil qui permet de, via des filtres BPF ou autres moyens, mais moi c'est celui que j'ai utilisé, d'aller voler ce qui se passe sur le trafic. Donc on met notre petit filtre adresse machin et port machin, ou port destination ou port source, ce que vous voulez. Et via ce filtre, on va commencer à capturer le trafic et le match and replace, recalculer de 3 headers, des trucs comme ça, et nous le renvoyer. Donc en fait, ce que ça permet de faire, c'est de faire du rejeu de trafic ou du diff de flow. Rien ne vous empêche de vous avoir votre navigateur qui tourne sur votre machine, avoir cet outil-là, et dire tout ce que je vais faire sur mon site de test en version 3, et ben je vais copier toutes les requêtes pour le faire au site en version 4, et vérifier, voir comment il se comporte, voir qu'il n'y ait pas de bug. C'est cool ça. C'est sympa si tu veux faire du fuzzing, c'est sympa si tu veux faire du replay, de la QA, des choses comme ça. Moi je verrais bien une utilisation dans Tox, tu vois. Tu peux voir pour Python, ta lib, comment elle se comporte pour chaque version, et faire une fois un client en fonction de plein de serveurs, et une fois plein de clients en fonction d'un serveur, et tu vois qui ne se comporte pas de la même manière. Oui, carrément. Ça aurait pu à une époque me permettre de choper un breaking change de curl qui avait affecté bypass URL parseur et qui lui s'amusait à URL encoder des trucs qui ne l'étaient pas à l'époque, en rendant du coup les payloads un peu moins intéressantes. Donc voilà, la syntaxe est vraiment dead simple, le tout s'appelle Gore, c'est juste un wget chmod de +x, et il me semble qu'il y a aussi un docker, et vraiment ça marche bien, hein. Moyen de stocker l'output d'un fichier ou de faire du rejet directement vers un vhost et port de votre choix, donc plutôt nice. Je te mets à afficher le chat.
Nanana, et bienvenue bien sûr à tous ceux qui sont là, tous les réguliers, on connaît. Comment ça, le Lalu Backdoor? Mais non, Yanzax. De toute façon, vous copiez-collez mes scripts depuis longtemps. Anyway. En tout cas, voilà, petit outil très pratique. Je sais pas encore si c'est celui-là que j'utiliserai ou plutôt vraiment faire un système de man in the middle via proxy pour faire les prochains outils de fuzzing. Mais là, j'aime bien l'approche. J'aime beaucoup l'approche. Suite à la dernière veille techno, un viewer était venu me disant oui, c'est bien ce que vous avez proposé, mais il y a Ale Framework qui fait aussi de l'agrégation, détection, automatisation et triaging de data leak. Donc apparemment lui il avait essayé et était plutôt content du résultat. Et en vrai, faut dire ce qu'il y a, ça fait des beaux graphiques. Ça fait des beaux graphiques, on se croirait presque sur un dashboard Datadog. Presque, à ça. Mais par contre, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait plaisir. À la fin, ils montrent. Donc, déjà, l'installation a l'air relativement pas toxique. Et alors, ça fait du MISM, pourquoi pas. Detected. Système. Ouais, non, ça, j'avoue, je vais pas pipoter, je sais pas. Mais moi, c'était le Correlation Engine. Ça veut dire que tu peux prendre tout un data leak, tout blaster, voir qu'est-ce qui match, qu'est-ce qui est vu comme sensible, pas sensible, ou même une fois par an tu fais un dump de tout ton Google Drive, tu le passes à la moulinette et tu peux voir qu'est-ce qui a fuité, qu'est-ce qui s'est retrouvé ailleurs, peut-être sur internet. Ça c'est nice. Enfin, voilà. Corrélation à balle, qu'est-ce qui a fuité, quel profil a été affecté, et derrière sûrement plus facilement identifier d'où vient la faille initiale. En tout cas, je pense que c'est surtout la partie détection, un peu le truffologue de fou, mais pas pour les secrets, plutôt pour les informations sensibles. Ouais. Zax qui redemande pour Dragon. C'est drag and drop, mais où tu ouvres ton bulk de fichiers en CLI. Alors, on enchaîne sur une petite vidéo de Gemini Lai. Enfin, surtout de Fireship. Vraiment, on a déjà présenté 2-3 vidéos sur sa chaîne. Retournez voir ou allez voir si vous n'êtes pas déjà passé faire un tour. C'est assez excellent. Et là, il faisait en gros le debunk de. Il y a un jour où il a fait une vidéo Gemini, c'est trop bien, c'est incroyable, ça a tout révolutionné. Et comme tout le monde, on a eu la trade du by the way, Gemini, ils lui ont donné des prompts pour lui dire un peu quoi faire. C'est une démo. Est-ce que le burger ressemble à la photo du burger? Oui. Quoi? T'as beaucoup de chance dans la vie. Oui. Et oui, c'est IRL, c'est pas des débutants, en effet. C'est IRC, pardon, Circle Lu. Tout à fait. En tout cas, voilà, ils ont juste dit ça va être bien, mais il y a quand même des benchmarks qui ont été relativement questionnés sur la manière de l'utiliser. Est-ce que c'est sur des tâches simples, complexes? Est-ce que c'est en chain of thought? Est-ce que c'est en plusieurs shots et voir lequel est le meilleur? Est-ce que c'est en prendre 5, prendre les meilleurs et refaire de la génération derrière? Toujours est-il, c'est la conclusion qu'il a à la fin, c'est de celui-là ou de l'ancienne vidéo, je sais plus, c'est whatever les benchmarks. Ce qui compte vraiment, c'est comment est-ce que nous on arrive à l'utiliser. Donc voir en mettant le produit sur le marché, en voyant comment est-ce que les gens s'y font. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que l'intégration est éclatée? Tout ça. Yo, Shomkar, bienvenue. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Assessment Louis Koto. C'était lequel celui-là? Ah non, alors ça c'est un erreur de ma part, c'est un que je voulais lire mais que j'ai pas eu le temps de lire. Donc je vais pas... Je crois que j'avais parcouru il y a... quand il est sorti, mais je l'avais plus du tout. Ok, je l'avais lu, ce qui m'avait régalé en fait, c'est que ça part d'un petit bout de... on a du firmware en reverse, et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment certains devices qui ont un retard conséquent, et qui du coup... console port root access, c'est des failles classiques, mais qui tombent souvent lors des premiers audits de sécurité d'un boîtier, parce que c'est parmi les premiers trucs qu'on teste, la même pour l'UART, la même pour les données qui passent en clair sur les endroits qui sont censés contenir des secrets. Et vraiment, les petites requêtes m'ont régalé. C'est tu sens qu'ils ont cliqué sur l'interface, et vraiment, c'est du pentest manuel. Ils ont modifié un petit peu de JSON. Avec CSS, ils ont mis un petit peu de HTML dans un bout de bouton qui sera reflex. C'est que des trucs qui sont... C'est gentil. It just works, mais c'est gentil. C'est gentil. Et quoi? C'est secret accessible to read only user. Et ça, c'était... Bullet cookie. Ouais, il y a une moyen de faire une requête un peu
weird qui va juste ressortir les hashes utilisateurs. C'est vraiment du pentest où faut mettre quelqu'un qui a eu une mission chiante avant dessus, comme ça il va dire oh c'était bien. En tout cas je me l'imagine comme ça, j'étais pas là avec eux, hein, j'en sais rien, mais je me l'imagine comme ça, c'est pour ça qu'il m'avait fait rire celui-là. Welcome Rofi Barra. Alors, on enchaîne sur un petit leak de VM Protect. Est-ce que tu sais ce que c'est? Nope. Ok. À ma compréhension, c'est d'un système de crypto whitebox et protection de code par création de virtual machine et émulation. Et il avait déjà fuité il y a quelques temps, mais il manquait des fichiers, il a refuité. Concrètement, sauf misunderstanding de ma part, c'est plutôt pour de l'anti-reverse à fond. Et genre tu peux faire ça pour du keygen, tu peux faire ça pour des jeux. Il me semble que les gros AAA qui en bénéficient. Et donc ça avait fuité une fois, mais il manquait des fichiers, ça a fuité une deuxième fois, et là a priori c'est un peu plus complet, même si t'as pas la doc, c'est pas clé en main. Vraiment c'est le code source, bam. Débrouille-toi. Ouais. Et à la fois, j'ai vu ça, je me suis dit ah super. Certaines personnes que je connais, dont je tairai le nom, qui aiment bien le reverse ou qui aiment bien jouer à des jeux sans payer des clés de licence. Et du coup, trop cool, ils vont pouvoir s'amuser. Et ensuite, en regardant un peu plus dans le détail, oui, VM Protect, qu'est-ce que ça fait? Je suis pas tombé précisément sur ce que ça fait, mais sur un mec qui dit ok, cool, on a tous vu le récent leak de VM Protect, on a vu qu'il y en avait un autre, donc c'est en effet un obfuscator et packer. Ok. Obfuscator et packer. Ok. Donc peut-être pas le VM Protect auquel je pensais. Toujours est-il, je suis passé de c'est marrant, ça a leak, on va pouvoir reverse. Et le mec concrètement trash talk ceux qui ont leaké ça, en expliquant que la boîte qui fait ça, même s'il n'est pas filmé, c'est une boîte, faut respecter le contenu. Ouais. C'est comme si les gens font fuiter votre nouveau jeu vidéo préféré, ou si vous faites un SaaS pendant 2, 3, 5 ans de votre vie et que quelqu'un le déglingue et le fait fuiter. Bon, si j'étais médisant, j'aurais dit faites-toi en open source, mais on sait bien qu'il n'y a pas de business model insane derrière. Ça marche, hein, mais il n'y a pas de business model insane. Ouais. Donc c'est un peu utopiste. Et du coup, voilà, si un jour on crée notre boîte et qu'on se fait littéralement retourner, dumper, c'est jamais cool. Donc c'est drôle, mais mon cœur va quand même avec ce gars et ceux qui se sont fait dumper, parce que c'est un peu triste de se faire rouler dessus, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que le code source est packé, chiffré, sinon il va fuiter vite. En effet. En tout cas, bon, voilà. Conseil à la communauté, on devrait arrêter de dire c'est génial et de s'en féliciter sur Twitter, mais plutôt condamner ce genre de comportement et faire des choses. Mais comme d'hab, la ligne est grise. C'est pas ouf d'être méchant. D'un autre côté, il y a pas mal de gens qui vont quand même pouvoir en bénéficier et faire de la recherche. Oui. Voilà. Alors, un petit site qui a fait un petit article qui faisait un how-to sur comment contrecarrer le phishing, les MFA, les choses comme ça, surtout quand c'est bien fait avec du Nginx ou Modlichka ou du custom Flask avec un peu Pétir derrière, soyez créatifs. Et donc il donne un peu des stats de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, et je suis relativement d'accord avec beaucoup de choses où il explique bien que le HTTPS, le cadenas, ça suffit plus pour s'en prémunir, que les MFA, ça ne suffit plus pour ne pas se faire avoir parce qu'il va juste être forward, sauf certains. Et en gros, il dit training and awareness. Je suis d'accord qu'il faut former un peu les gens, mais en formant 100 personnes, s'il y a un nouvel employé, le jour d'après, c'est plié. Les gens oublient, les gens sont fatigués, les gens font... C'est une part du truc, mais si c'est ça le filet, il n'y a pas de filet. C'est juste être un bon humain et communiquer avec ses collègues. Mail protection, oui, pourquoi pas, clairement. Mais d'un autre côté, on peut pas avoir mail protection, donc savoir ce qui vient par un mail, si c'est un spam ou pas. On peut pas avoir mail protection et Slack protection et Discord protection et j'ai crawlé internet et j'ai cliqué sur un lien protection. Il y en a trop. Ok, c'est une porte d'entrée facile, mais c'est qu'une petite porte, c'est une rustine. Web protection, oui, en effet, on peut avoir un système de typo bloqué par un proxy de sortant et voire même ça marche bien. Mais chiant. On pourrait avoir un système d'une extension ou d'un browser qui a un rôle dans un MDM d'entreprise pour essayer de dire on va bloquer tout ce qui ressemble au domaine de la boîte. Mais si on fait un nom qui ressemble suffisamment pas, ou même un truc où les gens font pas gaffe et ça a la même apparence donc ils cliquent, ou un site qu'on met en plein écran où on redessine comme une fausse barre d'URL avec la bonne, il y a toujours moyen d'avoir les gens. Du coup, ok tiers, mais multifactor, oui, mais si c'est du token, de l'application, du push, c'est KO parce que juste on va mettre le code et il va être forwardé plus tard. On va mettre le push, il va être forwardé mais côté attaquant. Donc
gain significatif d'attaque, close to zero. Et par contre, pas close to zero en vrai. Déjà, si vous faites click and collect votre compte pendant la nuit par des attaquants, normalement, vous n'allez pas mettre votre mot de passe dedans, donc ça, c'est déjà un gain clairement significatif. Mais ça là, la clé MFA qui va checker via les bons protocoles que l'URL est la bonne pour mettre le mot de passe. Ça, this friends, real good. Autre truc, real good mais questionnable, le fait d'avoir un password manager qui n'auto-complète que si vos utilisateurs ont que si les utilisateurs ont les premiers bons caractères. Le bon name. Oui, ah oui. Ça ne va se trigger et proposer l'autocomplétion que si elle a le bon name. Oui, donc ça oui, mais d'un autre côté, c'est un lundi matin où tu as un site un peu bizarre, tu peux être tenté de dire c'est l'intégration elle est cassée ce matin, je vais copier le username, copier le password et c'est plié aussi. Donc good, not perfect. Conditional access policy, oui il faut, oui on est censé accéder qu'au minimum de choses possibles, oui on est censé pouvoir y accéder que sur des devices compliant, mais encore, et ça se bypass. Si mon device est compliant, parce qu'il a un disque chiffré, parce qu'il a du réseau, parce qu'il a pas IPv6, parce que plein de raisons, rien n'empêche un attaquant d'essayer de s'y connecter et de voir quand est-ce que le device finit par être accepté parce qu'il passe les compliance checks. Ouais. Continuous access, pourquoi pas, de l'EDR, tout ce que vous voulez, en vrai, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi pas. Sign-in risk policy. Celle-là, je sais plus exactement ce que c'est. J'ai cette password. Ouais, move to conditional access policy. C'est juste un peu de logique en plus, en tout cas à ma compréhension. Ouais. Sur d'appli, pourquoi pas. Mais ils n'avaient pas un truc de mémoire behavioral? Ah non, il semblait qu'ils en parlaient. Peut-être comportement. Oh là. Okay, il me semblait qu'il y avait ça. Il y a une autre solution qui, à mon sens, est assez légitime pour ce genre de problème, c'est du behavioral check. Si vous faites voler votre token de session, ok, c'est dommage, mais l'attaquant va attaquer votre identifiant, enfin votre session, votre token, dans son ordinateur. Donc les requêtes vont venir de 2 IP différentes, un peu en même temps, ou en tout cas avec des distances pas forcément franchissables en le temps nécessaire. Donc on peut le savoir. Même s'il y a quand même une certaine challenge d'infra à savoir qui vient d'où. Et behavioral dans le sens où si quelqu'un ne vole pas votre token des sessions, mais vole vos creds et où il n'y a pas de MFA, des choses comme ça, et se connecte au milieu de la nuit, ou pas le bon pays, ou à une distance que vous n'auriez pas pu franchir, ou se connecte et fait des attaques qui sont littéralement pas ce que vous avez fait depuis que vous avez votre compte il y a 3 ans. Ça pourrait être chopé, il pourrait y avoir du forecasting, il pourrait y avoir de la détection d'anomalies, un peu comme tous les outils qu'on a pour monitorer de l'infra et faire partie de ce genre de solution. Il y a déjà des solutions qui font ça, payantes, mais peut-être un jour on aura un équivalent. Il y a sûrement du gratuit, mais je suis pas assez renseigné. En tout cas, voilà, l'article sympa, mais même si ça a l'air d'être un gros dossier, je suis un peu chafouin qu'ils aient pas mis un ordre de... qu'ils ont mis par ordre. Non, je pense pas. Soit un ordre de priorité, soit un vote sur l'efficacité de chacune des mitigations. Mais une fois de plus, c'est un avis, j'ai pas la science absolue, tranquille. C'est pas parce que moi je dis ça que c'est pas le cas. Petit post-mortem de Cloudflare qui se sont pris un outage il y a quelques temps, donc en début de novembre 2023. Alors, ils ont eu pas de chance. Pas de chance dans le sens où ils ont vu qu'il y avait un petit peu de latence, ils se sont dit tiens qu'est-ce qui se passe, ils ont vu qu'il y avait une coupure de courant, ils ont voulu switcher sur un onduleur et manque de bol, paf, il y avait eu d'autres problèmes dans les centrales pas loin, donc l'onduleur il était déjà utilisé par un autre truc qui avait déjà eu une coupure, sauf qu'on leur avait pas dit parce qu'en fait le fournisseur d'électricité il était déjà relativement sous l'eau en train de courir après les réparations d'outage, et donc quand ton provider est en incident, ta réponse d'incident n'est plus ton backup si tu as un contrat qui fait qu'ils ont le droit de l'utiliser en tant que eux, leur backup. Ouais, putain. Complicado. En vrai, c'était marrant à lire, mais ils ont pris 2 jours dans la vue de la disponibilité. Et concrètement, c'était en post-mortem, j'aime bien, c'était petit power failure des familles. Information, what happened next? Bien sûr, ils n'ont pas eu tout le détail, donc ils ont commencé à faire des suppositions sur ce qui se passait, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire jusqu'à ce que ça redémarre dans le bon sens. Attempting to restore power. Voilà, là quand ils parlent de maintenant qu'est-ce qu'on a fait pour que ça se passe bien,
ils expliquent que bien sûr, chaque produit, quand il commence à être vraiment propre, utilisé et prod, pour avoir des SLA, donc Service Level Agreements, ils vont les déplacer sur plein de data centers pour que si un truc se passe mal, ce soit redondé et ça marche quand même. Et ils le font, clairement, sauf qu'il y avait une partie d'un produit qui n'était pas encore en global availability, qui était déjà bien utilisé, mais pas encore mis en mode c'est notre produit phare, qui était sur certains services et pas d'autres. Et en fait, le problème, c'est que ce service-là, quand il est tombé, il en a entraîné un autre qui dépendait un peu de celui-là. Enfin, en tout cas, ça fait une interaction un peu néfaste. Et à base de... on a un service non essentiel, d'un data center redondé, mais que tout ça tombe d'un coup, et ben, y a des services essentiels qui ont commencé à tomber en catastrophe. Donc voilà, leur bilan, c'est plus de backup, plus de communication avec les Power Delivery, plus de redondance même pour les produits plus tôt dans le cycle de vie, donc smart, même si c'est coûteux en temps et effort, hein, on le sait. Et je sais plus, faire les choses bien. Ouais, non, voilà, juste mieux redonder. Ah si, faire en sorte que les différents composants d'un service total soient moins tightly coupled. Faire en sorte que si l'un tombe, il entraîne pas la fin de l'autre, mais au moins un mode dégradé. Enfin, au maximum un mode dégradé plutôt. Donc c'est sympa, je trouve ça un plaisir à voir. Il y a aussi une chaîne YouTube qui s'amuse à faire des gros post-mortem. Mais c'est cool, voilà, les gens prennent le temps de rédiger des post-mortem et de les rendre publics. Ça c'est cool, ouais. Surtout que c'est rarement le moment où t'es le plus glorieux de ta vie. C'est vraiment tu viens de passer 2-3 jours de stress, fait perdre sûrement des thunes à la boîte. C'est pas mal. J'aime bien. Il y a des chaînes qui couvrent ça et c'est sympa aussi. Yes, on a des failles sur OnCloud. Vas-y, tout à fait. Hop, je reprends ça. Couche. Du coup, 3 failles sur OnCloud. Globalement, il y en a 3. La première, elle concerne du coup la divulgation de données sensibles et configurations dans les déploiements conteneurisés. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a une version de Graph API qui est vulnérable. Du coup, voilà, mise à jour de la version et puis rouler jeunesse. Donc, CVSS de 10. Donc un peu élevé, tout à fait. La seconde, c'est un bypass d'authentification de l'API WebDAV, donc à l'aide de Presigned URL. Donc ça impacte pas mal de versions, 10.6.0 à 10.13, et du coup après elle permet un accès non autorisé, modification et suppression de fichiers sans autant si on connaît le nom du user, et si la victime aussi n'a pas configuré de clé de signature. Et enfin, la dernière, c'est un bypass de validation de sous-domaine qui affecte OAuth 2. Du coup, avant la version 0.6.1, du coup, elle permet de contourner, à l'attaquant de, en gros, contourner le code de validation et de rediriger les appels vers un domaine qui contrôle. Et en plus, on parlera un petit peu de domaine par la suite, quand on parlera de rebinding, DNS rebinding. Tout à fait. Donc voilà, des petites vulnes sur OnCloud, assez critiques. Donc go update tout ça et puis voilà quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont bien fait avoir. Il y avait aussi une vulne là sur Crush FTP qui permettrait d'avoir une RCE. Donc voilà, il y a pas mal de vulnes qui ont été discloses. Je sais pas si je te sors maintenant les... En fait, je comptais en parler aussi de celle-là. J'avais vu que tu l'avais prise. Ah. Du coup, je suis chaud de parler de la tech, un peu de ce qui s'est passé. Vas-y, carrément. Parce qu'il y avait eu... Alors, ouais, j'ai vu ça, j'ai pas voulu cliquer sur les... Je me suis dit, ça allait être bien. Il faut qu'on les traîne un peu sur le même sujet. C'est la même chose. Let's go. Donc, Easy OnCloud, Web Server, Files, DAV, etc. Donc concrètement, c'est le plus proche qu'on est d'un Google Drive open source, relativement clean, même si c'est du PHP. Ça a une bonne tête, ça fait de la synchro, ça fait de la gestion de données, ça fait du calendar et des plugins, etc. Et concrètement, oui, clairement. Il y a Greyhouse qui avait commencé à faire une étude et ils avaient commencé à dire oui, on a creusé, super, on a fait un lab, on a essayé de regarder un peu ce qu'on trouve, parser les points HT Access pour regarder comment c'est fait, et ils disent super, il y a un PHP info, fine. Et en fait, ok, il y a bien ce PHP info qui est un problème et qui fait qu'on va leaker tout l'environnement de la machine en pré-haute avec juste la bonne lecture. Mais sur le blog, il me semble que c'est dans Bionix, again, blog. Voilà, OnCloud.
Alors, il y a donc voilà le petit projet CVE Slippery PHP Info qui sont allés taper dans un Graph API vendor Microsoft, Ouais, Microsoft c'est ça, Graphs Test. Donc il est un peu farfetched et il y a un bypass d'extension qui fait qu'en fait le mode rewrite faisait que ça c'est vu comme l'URI final et ça c'est vu comme un suffixe qui se fait un peu strip et qui n'a pas d'utilité. Comme un enfin. Ah, j'ai plus de détails. Enfin, je l'ai pas préparé du coup, tu me prends. Bon, je t'y donne le payload. En vrai, ça se comprend via le payload, je trouve. La manière dont c'est géré est marrante quand même. Pour le coup, l'autre article qu'on vient de fermer était simple. Je l'ai fermé ou je l'ai pas fermé Je suis parti de là en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Voilà, il explique que installer Docker avec htaccess une rewrite base route. Excusez-moi. Et que donc on a le well known. Redirecting, tout PHP info, tout index.php, sauf que, voilà, il y avait un truc pour protéger l'accès au PHP info en le réécrivant par index, sauf que le access file avec le mode rewrite fait que ça va casser leur mécanisme de protection et dommage fromage. Donc voilà, c'est pas genre ils l'ont laissé comme ça, ils ont pas vu, c'est vraiment ils l'ont protégé, mais il y a une autre config pour sécuriser autre chose qui est venue interférer avec la première. Donc le workflow est quand même un peu triste et sympathique à la fois. Ouais. Et là, Privilege Escalation Remote Code Execution m'a régalé aussi. Parce que donc créer, lire, update et supprimer n'importe quel fichier sur n'importe quel compte, nice, et du coup potentiellement trigger une RCE derrière. On pense au format de fichier, au thumbnail, aux imagic et potentiellement plein d'autres choses. Ou escalate to administrator et get exécution de code, nice. Et en fait, là où je me suis régalé, c'est que... Voilà. La clé de chiffrement, dans ce cas, default to blank string. Et du coup, ils peuvent faire utiliser une clé qui a été hardcodée, chiffrer des requêtes et faire comme si on avait forgé une session ou forgé en tout cas des bouts d'URL validés. La signing key qui est nulle ou qui est hardcodée, c'est pour moi c'est du Charles Foll, c'est du CFReal. Genre vraiment, il a fait la même chose sur Symfony, avec au début des clés blanches, puis des clés mal faites, puis tout un tas de BF en fonction de l'URL interne et de la manière dont c'est affiché. Donc c'est vraiment, pour moi, celle-là, c'est une variante du Symfony Fragment Exploit, qu'on peut générer et forger, avec objet désérialisé, sauf que là, c'est une clé hardcodée, et il me semble, j'avais regardé le Sploit, donc Authenticated pour le WebDAV, ce qui utilise le WebDAV, en fait, dans son code, il a fait un système, comme un proxy pour avoir l'accès WebDAV, mais qui va gérer toute l'authentification en amont. Et derrière, il fait juste du WebDAV classique. Juste, il y a une couche entre les deux qui va auto-chiffrer, ou en tout cas auto-hashmacker les URL pour que ça passe en tant que validé. Voilà, en tout cas, l'article est sympa. Il y a vraiment 2-3 petits quirks à avoir. Bon, il m'a régalé. Il m'a bien régalé. Vas-y, ouais, je te rends un la autre main. article tranquillou du coup que je choisis, je trouve ça assez intéressant, qui fait du coup un état de l'art des solutions de Web Application Firewall en 2023. Donc sur pas mal, il y a Azure WAF, AWS, Cloudflare, Nginx et OpenAppSec et CloudGuard, enfin du coup c'est les mêmes. Globalement, ils ont été évalués sur en gros un ensemble de données, pas mal de requêtes, plus d'1 million à peu près, qui proviennent de quasiment plus de 200 sites web dans 12 catégories, du coup environ 75 000 payloads différents qui viennent de différents endroits. Mais globalement, on a pas mal de données pour tester tout ça. Et ce qu'il faut retenir un peu de tout ça, c'est que globalement on a des WAF pas mal, genre Cloudflare qui présente une détection quasiment parfaite, on est à 99,945% de détection, mais qualité de sécurité relativement faible puisqu'on est à 67%. Et à côté, tu vois, par exemple, on a le WAF de Azure qui lui, par niveau sécu, il est un peu moins bien, bon, il est quand même à 98,5%, mais beaucoup de faux positifs parce qu'on était à 38,3%. Donc en fait, le problème, c'est qu'il faut trouver quand même un équilibre entre voilà, c'est exactement, détection et en même temps, est-ce que ça flag vraiment et en termes de sécu, c'est grave quoi. Donc de toute façon, tout est dispo en open source, je crois, sur GitHub, les tests qui ont été effectués, comment ils ont été effectués. Donc je trouve ça plutôt cool si jamais vous devez avoir reproduire ou en bench à nouveau. Exactement. Donc c'est vraiment cool.
Globalement, voilà. Donc l'article était plutôt sympa. En plus, il donne vraiment bien les détails de tout ce qu'ils ont pu faire. Je trouve ça assez intéressant de voir ça, quoi. C'est bien de juger la qualité en fonction de tes critères avec les différentes formules. Ouais, tout à fait. Parce que des fois, ok, t'as envie d'être ultra sécure, quitte à bloquer des utilisateurs légitimes. Des fois, t'as envie de bloquer personne parce que c'est un service essentiel, quitte à accepter de te manger 2-3 payloads de temps en temps qui peuvent casser, mais tu vas mettre plus de détection. Ouais. C'est pas mal. Ça doit être de la sale étude pour arriver à tout rejouer, avoir sa propre. Ouais, ça doit être un sacré truc. Hein. Franchement, ouais. Surtout qu'il y a un certain nombre d'applications qui ont des fonctionnements déboîtés de base. Genre vraiment, il y a des trucs qui marchent et qui sont là depuis longtemps et qu'il faut quand même que maintenir. Et quand la zone d'ombre entre ça, on devrait le bloquer parce que c'est dangereux, mais en même temps, si tu le bloques, l'application ne fonctionne plus. Ouais. Enfin bon, du coup, à ce stade-là, tu poses plutôt la question de est-ce qu'on la dégage et pas est-ce qu'on fine-tune le WAF. Ouais, sauf si tu veux pas la dégager, en ce cas, c'est la merde. Exactement. Ah oui, petit article PicPan. Du coup, un petit tool pour analyser des PCAP. Alors globalement, pour faire un petit peu l'histoire, c'est que la personne qui a écrit l'article, alors c'est Simon Marshall, il a intercepté en fait capturé un trafic Wi-Fi pendant quelques jours. Et en fait, l'objectif c'était de trouver des adresses IP, du coup de voir un petit peu qui parlait à quoi, etc. Donc en fait, il a voulu globalement faire un tool pour automatiser la classification en utilisant deux choses. Donc premièrement, la recherche reverse de DNS et le registre WIS. Mais en fait, globalement, il s'est rendu compte que juste en faisant ça, fallait tooler tout ça parce que juste en le faisant, on va dire à la mano, c'était pas très efficace. Du coup, c'est pour ça qu'il a développé un petit tool en Python et après, je crois qu'il l'a porté en Rust pour globalement extraire et classer automatiquement les adresses IP. Et du coup, il se base en fait sur des critères comme les requêtes DNS, les on-check TLS, etc., etc. Donc en fait, c'est plutôt cool. Ça permet en gros, quand on a un PK volumineux, d'identifier rapidement en fait le trafic suspect, voir du coup les noms de domaine à partir des IP qui sont interrogés. Et du coup, très cool. Voilà. Ok, donc c'est un système où tu donnes un YAML pour configurer un petit peu qu'est-ce qui est ok, pas ok, whitelisté. Yes. Et derrière, il a utilisé ça dans son forensic, pareil compromis pour faire son gros triage. Ouais. Et derrière, il a voulu voir ce qui se passe. C'est que le tool lui donne un peu l'explication de ce qui s'est passé sur son forensics. Non, je crois qu'il donne que le tool. Là, tu vois, genre après l'article est fini, genre il montre juste, en gros, la problématique, ce qu'il a fait et une démonstration. Et à moins que, ouais, normalement, je crois pas. Bon, en tout cas, c'est sympa. Ouais, franchement, c'est cool. Il y a 2-3 outils qui permettent de carve des. Comment dire? Il y a pas l'outil, il y a PDF, pas PDF Miner, il y a PCAP Miner, il y a peut-être Digger ou un truc comme ça. Je sais qu'il y en a pas mal qui permettent de le faire, avec plus ou moins de niveau de finalisation. Donc là, c'est full Rust. Ah, c'est en Rust, du coup, ouais. Ouais. C'est ça. Petite readme un peu minimaliste, mais pourquoi pas. Et après, est-ce qu'il a des libs pour des bisecteurs? Est-ce que juste il... Je sais que ça peut être un peu dense le Rust, mais... J'ai l'impression que c'est que le... Ok, non, c'était juste faire un système de filtering fonction des données. Là, c'est assez minimaliste, mine de rien. Genre, ça réussit, ça a l'air de faire le café en termes de filtre. Mais... Ouais, c'est pas mal. Je veux dire, il fait ça en 400 lignes avec les bonnes... 400 lignes avec les bonnes libs. Ouais. Ouais. Nice. Power of Rust. Ok, let's go, big article. Alors là, du coup, je vais passer rapidement parce que franchement, il est très très long, très très gros. Mais on peut pas, c'est du James Cattle, on peut pas le passer rapidement. Ouais, mais en vrai, genre j'ai voulu, tu vois, genre... Je le postpone depuis ultra longtemps en me disant faut tu l'as lu toi aussi? Non, je veux le couvrir... Tu peux faire une petite intro dessus, mais je pense qu'il faudra un jour qu'on se le fasse proprement. En fait, je me suis dit ça. C'est parce qu'en fait, je me suis dit, vas-y, je vais le passer en intro et faut vraiment se pointer dessus parce que, en plus, dernièrement, genre, Portsfigure, ils ont mis pas mal de labs sur le sujet et en vrai, ils sont vraiment cool. Et du coup, là, en plus de ça, une fois que t'as fait les labs, t'as une bonne intro sur comment ça fonctionne.
Et du coup là, en gros, de ce qu'il nous parle, c'est que, pour mettre un peu en contexte, il a remarqué, si tu nous sens un peu, une application, je te dis un schéma, ouais, exactement là, Yes. une application en fait qui présentait une page où tu peux sélectionner des rôles après te login, tu vois, avec du coup un flux de request post et get. Et en fait, il a initialement pensé que le passage du coup à la page de sélection de rôle n'avait pas modifié en fait l'état de l'application, mais en fait avec du coup un race, tu peux en gros passer la section de rôle et du coup directement te connecter à la session du coup avec les rôles admin en écrasant en fait on va dire le navigateur qui récupérait la page de sélection des rôles. En gros tu vas race pour skip on va dire Ouais, tu le vas get, modifier le contenu avant qu'il soit réutilisé. Il se fait C'est lire ça. une fois avant qu'il se fasse réutiliser, tu changes un index, t'écrases quelque chose, Ouais. modifier l'état interne de l'application, que ce soit côté DB, que ce soit côté gestion des sessions, que ce soit côté clé de cache. C'est vraiment arriver à lâcher les requêtes à la milliseconde près Ah ouais, pour que pif paf. Mais trouver les cas où ça se produit, c'est de la recherche de race condition. En fait, c'est de la race condition. Oui, c'est la race condition, tout à fait. Mais ouais. avec des techniques qu'il a développées pour arriver à avoir les requêtes. Ce qu'il dit en plus, ce qui est marrant, tu vois, dans l'article, c'est que genre il est en mode, bah franchement, là j'ai trouvé juste vraiment full luck quoi. Genre vraiment, genre j'ai testé, je me suis dit pourquoi pas tester une race condition ici, et du coup bah c'est par la suite qu'il explique donc le single packet attack, où en gros l'importance des sous-états, en gros des états cachés que traverse une application pendant le traitement d'une seule requête, et du coup et aussi du coup il explique aussi les race windows qui sont extrêmement courtes pendant que lesquelles voilà, ces sous-états existent, et du coup qu'il est possible de manipuler des transitions non intentionnelles pour casser la logique métier et exploiter du coup des vulnes en race condition quoi. Avec du coup le single packet qui permet du coup il a développé une technique avec l'intruder qui s'appelle le single packet attack qui permet en gros d'envoyer simultanément 20 à 30 requêtes au serveur pour bypass en fait les limitations causées par le jitter, et du coup voilà quoi, let's go. Il a pas fini de maltraiter la stack. Non. Franchement, j'étais en mode ah ouais. Bah, comme d'habitude, quand tu lis un article de James Kettle, t'es en mode ah ouais. Les desyncs dans le browser, les smuggles, les. Ouais, c'est un truc de fou. Donc voilà, là en gros, c'est tout ce que j'ai couvert. Après, par la suite, t'as tout le reste de l'article qui est très dense et très intéressant, mais je me suis dit une petite intro, voilà. Et il faut en passer dessus quoi. Ah ouais, du coup il repart aussi directement sur l'implémentation TCP, HTTP et TLS pour essayer de faire en sorte de vraiment être ultra précis sur le timing, Exact, ouais, en gros pour essayer de plus possible pouvoir reproduire l'attaque dans des contextes précis quoi. Et, ouais. Ça j'avais spoté en vraiment important, la petite liste de questions à garder en tête. Comment est-ce que l'état est géré? Qu'est-ce qui se fait éditer, modifier, supprimer temporairement, qu'est-ce qui se passe dessus et combien de temps ça pourrait potentiellement prendre, comment la donnée est gérée aussi. Props for clues. Bref, clairement une dinguerie, mais pareil, ça fait partie des articles où c'est pas en l'expliquant en détail qu'on fera honneur, juste exactement. On est des pointeurs, on pointe dessus, lisez-le. Ouais, allez lire, franchement, c'est trop bien. Et lisez les autres trucs qu'a fait Kettle, tant qu'à faire. Oui. Ce sera pas perdu. Yes, on enchaîne sur le copain Norage. Ouais, tout à fait. Qui continue avec, donc, qui fait un peu de YouTube, qui fait des articles de temps en temps, qui fait des challenges de temps en temps, et qui lance un début de podcast. Donc je sais pas si c'est là que seront présents tous les épisodes. Je sais pas non plus. En tout cas, ouais. Très cool. Bah moi en tout cas je l'ai écouté quasiment quand il est sorti, tu vois, dans la voiture quand j'allais à Paris. Et très très intéressant. J'avoue que le DNS rebinding, je connaissais vite fait, tu vois, l'attaque. Et là du coup il passe. Le DNS rebinding. Ouais, le rattachage DNS. Rattachage DNS. Attends, j'aime bien parce que. Vas-y, justement, envoie le truc. Ce podcast est cool parce que. Oui, tout à fait. C'est vraiment que du français. Il y a absolument aucun anglicisme. Du coup, c'est le rattachage DNS. Et c'est tout pas un podcast, mais un balado. C'est pas une clé USB, mais une mémoire. Tout à fait. Exactement. Et un balado, c'est ça. Un balado. C'est ça. Donc c'est marrant. C'est un. Ouais. C'est super dur en fait quand vous êtes habitué. Moi je suis vraiment un fan, et vous le savez, ça se voit je pense, d'anglicisme, vraiment, d'acronyme, de j'adore dire let's go, on va le XSS server side pour take over un fichier et forger un ATO.
ça marche. Là, s'il entend cette phrase, il brûle. Et si on entend ces phrases, des fois on se dit ah c'est marrant, et des fois on se dit ah il doit le brûler aussi. En tout cas voilà, ça fait plaisir que tu fasses ça, Norage. Continue à te régaler et hâte d'avoir la suite. Et très bon coverage de l'explication du rattachage DNS. Ouais, très cool. Très cool. Franchement, je vous invite vraiment à l'écouter quoi. Ouais, trop bien. Et heureusement qu'on s'est auto-corrigé, sinon Yanzak ça allait nous correctionner. Et l'avant-dernier que j'avais chopé, c'était sur le browser cache smuggling. Alors en gros globalement c'est abus de cache qui est stocké, puisque en gros les navigateurs ils stockent des fichiers localement en cache, donc images, vidéos, CSS, etc. En fait pour du coup pas avoir les downloads quand on va rebrowse une page, ce qui est plutôt logique. Et du coup il est possible, en manipulant le MIME type des fichiers, donc si tu descends un petit peu, on peut voir ça. Donc voilà, là il explique, il montre tout le cache, typiquement pour Moxia, tout ce qui est caché avec du coup des fichiers qui n'ont pas d'extension. On verra par la suite pourquoi c'est important. Là on parle de contenu genre photo, musique, site, fonte, et potentiellement chiffré, parce que même le cache est pas censé être chiffré, pas chiffré. Non, c'est pas vraiment chiffré, parce que tu verras par la suite. Ouais, c'est ça. Et du coup voilà, il montre que du coup c'est déterminé par le MIME type, donc ici avec du coup avatar.jpg qui est et en fait le stockage va se baser sur le MIME type pour après par la suite le stocker en cache, et du coup il va abuser de ça pour et typiquement ici dans le fichier de config dans le MIME type d'un web server, il va en gros, si tu sais un peu, modifier le MIME type, je crois que c'était d'une image.jpg pour en gros le mettre à nul. Il va faire du coup un payload en .dll, et ce qu'il va faire en fait c'est que en manipulant du coup ce MIME type, il va les faire apparaître en fait du coup ces DLL comme des images. Donc ça a trompé le navigateur parce que lui dans sa config il est en mode ok c'est bon, MIME type c'est du JPEG, parce qu'en fait il peut pas parser ça, donc il va le stocker. Sauf que le problème, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est que c'est chunké, donc tu peux pas en fait directement après l'utilisateur clique sur la page, il download typiquement cal.dll qui est stocké après en cache. Mais le problème, si tu laisses un peu, tu vas voir, mais c'est que tu peux pas directement l'exé. Il y a une petite passe à faire. Donc en fait, parce que le fichier en cache, il est stocké avec des métadatas qui vont permettre en gros au browser de savoir le MIME type du fichier, le file name, etc. Donc ici on voit l'URL, etc. de tout, de ce qui est caché. Et on voit qu'en gros le file il est comme ça, donc pas facile pour l'exécuter. Et du coup pour l'exécuter, que je reprenne un petit peu. Qu'est-ce que tu entends par comme ça, pas facile de l'exécuter? Parce qu'il a pas .dll, mais si le contenu est laissé un peu Mais en fait je crois qu'après je crois qu'il a parsé. Attends, voilà. Ce qui veut dire que la DLL a été effectivement placée sur le file system et que la méthode de livraison n'a pas été flaguée par l'antivirus. Oui, tout à fait, oui, parce qu'il n'y a pas d'extension. Windows Defender laisse les caches tranquilles parce que c'est pas un .dll. Parce que... Oui, il n'y a pas d'extension, etc. Est-ce qu'il peut la charger sans qu'il y ait .dll? Je pense que oui. Oui, en fait, je me suis contredit tout seul, c'est excellent. Je n'avais pas compris que tu te contredisais pour autant, mais... Non, si en vrai c'était pas tout à fait, mais tu vois par la suite, voilà, il va choper ça, et si tu le descends un peu, je crois qu'il va pouvoir l'exé. Il voit bien que c'est un cal.dll. Voilà, c'est là la metadata dont je parlais quand tu ouvres le file. Là tu retrouves bien du coup le .dll. Et, ah oui, ça stocke quand même réponse. C'est-à-dire que dans tout le cache, dans le cache du navigateur, oui, t'as quand même l'intégralité du contenu, mais l'intégralité de tes headers, de trafic. Donc potentiellement nos tokens d'autante en clair. Si t'arrives à forcer un utilisateur à upload un fichier, c'est pas censé être caché. C'est pas censé être caché. Du coup, pour en fait pouvoir directement récupérer la DLL, il a modifié en fait un flag dans la réponse HTTP qui va pouvoir du coup nous permettre d'identifier la DLL. Et en faisant ça, si tu reload la page HTML, tu te rends compte que du coup il est bien en mode cal.dll, et t'as bien le tag qui montre ici que du coup voilà, DLL here, et du coup par la suite tu peux tranquillement exec ta DLL.
Mais Voilà. la DLL, elle est posée telle quelle, mais il y a de la métadata. C'est ce que c'est dans le même fichier. Est-ce qu'il a besoin de nettoyer un peu le début du fichier DLL où il peut la charger telle quelle? Create a flag pour identifier la bonne DLL. Ok. Ouais. Ah oui, non, juste ok, il fait un espèce de grep avec son C'est ça, son ouais, ouais. implant, et dès En que gros, son implant trouve le bon flag, alors c'est ça. Ouais, parce que bah en fait du coup oui, il peut pas le trouver vu que c'est des chunks chelous. Et du coup voilà, dès qu'il met un tag spécifique, il va grep le tag et après il va Ah, faire un DLL. pour le nom du fichier, oui, mais en soi, il y a bien un mot qui serait identifiable dans sa DLL. Bah Après, ouais. c'est vrai qu'en header, tu l'as en clair. Hmm. Pourquoi pas? Et en tout cas, donc pas besoin d'extension. Non. En tout cas, c'est joli. Ouais, non, c'est une belle strat pour Ouais, pour dropper la payload. exactement. Pour Mhm. de delivery, c'est cool. Puis voilà. Très bon, en vrai, tu ouvres un petit canal TLS vers un serveur quelconque sur un endroit où tu as envoyé un bout de binaire quelconque chiffré. Tu fais en sorte que la clé soit nécessaire en argument de la command line pour déchiffrer le blob que tu as servi sur ton serveur HTTPS. Plif plaf plouf, tu fais en sorte de toto buffer overflow. Et du coup, tu sautes sur un bout de shellcode qui lui s'est fait déchiffrer avec la clé que tu as donnée en runtime. Donc si ton implant se fait choper, il a pas la clé, donc soit ton attaque a marché, soit elle a pas marché parce que t'as juste 1000 trucs avec qui s'est fait sandboxer. Mais la sandbox a aucune raison de l'identifier parce que t'apportes rien de bien violent parce que tu te fais juste exploiter en faisant un printf. Et ton shellcode il est pas cramé parce que tu l'as fait un petit truc maison, et surtout que la comparaison à la clé fait que si la clé est utilisée pour détricoter le secret, il peut pas y avoir non plus d'exécution symbolique ou d'analyse relativement fine. En tout cas, pas. Il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses. Moyen de faire du monkey patch, mais il n'y a pas d'approche relativement satisfaisante qui permette de cramer ce genre d'implant. Ouais. So that's nice. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils font avec juste un drop point différent. Oui. Voilà. Cool. Belle trouvaille celui-là, il est chouette. Ouais, très très cool. Franchement, j'ai bien aimé.